Vous écoutez Allegre FM 93.1. Pour ce deuxième numéro d'Horizon 21, on va parler du Kenya et de l'Ouganda, deux anciennes colonies britanniques d'Afrique de l'Est qui connaissent depuis plusieurs semaines des mouvements de contestation initiés par la jeunesse, la génération Z ou Gen Z, comme ils sont eux-mêmes nommés au Kenya. Pour en parler avec nous pendant une petite heure, je suis ravi d'accueillir dans nos studios les chercheuses Marie-Emmanuelle Pomerol et Florence Brissé-Foucault. Bonjour à toutes les deux et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Marie-Emmanuelle Pomerol, vous êtes politiste, maîtresse de conférences et ancienne directrice de l'Institut français de recherche en Afrique de Nairobi, la capitale du Kenya. Vos travaux portent sur les mobilisations sociales et les situations autoritaires à partir d'enquêtes menées principalement au Kenya et au Cameroun. Florence Brissé-Foucault, vous êtes également politiste et maîtresse de conférences. Vous êtes membre de l'Institut des mondes africains et du comité de rédaction du Journal of Eastern African Studies. Vous vous intéressez en particulier à l'Ouganda, à l'histoire des idées politiques et notamment au débat autour de la citoyenneté. Vous enseignez toutes les deux dans le master politique comparé Afrique-Moyen-Orient à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Est-ce que j'ai tout bon ? Parfait. Ok, donc c'est bon. Au mois de juin et de juillet, le Kenya a vécu une série de soulèvements populaires dans tout le pays. Le 26 juin, les manifestants ont pris d'assaut le Parlement, une situation inédite. À l'origine de ces soulèvements, une loi de finances qui allait entraîner une hausse des taxes sur les produits de première nécessité. L'appel Reject Finance Bill, rejet de la loi de finances, est devenu viral sur les réseaux sociaux, porté principalement par des jeunes, la génération Z ou Gen Z. Les autorités kenyanes et le président William Ruto, qui est au pouvoir à la tête du Kenya depuis 2022, ont été surprises, notamment parce que ces manifestations n'étaient encadrées par aucune organisation traditionnelle, que ce soit des syndicats ou des partis politiques, qu'elles n'avaient aucune couleur ethnique et l'appel aux mobilisations se faisant principalement sur les réseaux sociaux. Les manifestations ont amené le pays au bord d'une quasi-révolution. Une répression féroce s'abat alors sur les manifestants. Le bilan est lourd, une quarantaine de morts et plus de 300 blessés. Marie-Emmanuelle Pomerol, avant de rentrer dans le détail de cette mobilisation, pouvez-vous nous dire s'il y a encore des manifestations aujourd'hui au Kenya ? Alors, il y a des mouvements plus ponctuels, mais toujours mobilisés par les mêmes nouveaux leaders, on va dire, qui ont pu émerger, notamment sur les réseaux sociaux. Et des mouvements, par exemple, contre la privatisation de l'aéroport. Désormais, le mot d'ordre, c'est contre un nouveau système de protection sociale. Avec toujours l'idée que l'argent qui va être collecté risque d'être mal utilisé. Donc on reste dans cette même... Dans cette même logique, on pourrait justement peut-être revenir sur les germes de cette révolte, effectivement, qui est cette loi de finances qui allait augmenter le pouvoir d'achat, diminuer le pouvoir d'achat finalement des Kenyans, mais plus largement, du coup, l'utilisation, il remettait en cause les manifestations, l'utilisation de l'argent public. On peut peut-être aller un peu plus loin et expliquer... Oui, la principale revendication, c'était effectivement d'arrêter de toucher au pouvoir d'achat, parce qu'on est dans un contexte d'inflation très importante en Afrique comme ailleurs. Mais ces nouveaux impôts, en fait, touchaient particulièrement... l'ensemble des populations, puisque c'est des impôts plutôt sur la consommation et des produits de première nécessité. Donc il s'agissait de ne pas trop toucher ce pouvoir d'achat déjà bien entamé, mais aussi de questionner l'usage qui allait être fait de ces fonds publics. Sachant que l'origine de cette hausse d'impôts, c'était de pouvoir rembourser la dette qui pèse très lourd sur le budget au Kenya. Une dette qui est contractée à la fois envers les institutions internationales, mais aussi l'État ou des entreprises chinoises, pour construire des infrastructures. Et donc c'est l'intérêt même de cette dette et donc de son remboursement qui a été questionné par ces manifestants. En mars, vous avez publié sur Afrique 21 une interview de l'activiste kenyane Minukia. Elle décrivait déjà une situation extrêmement inflammable. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on pouvait s'attendre ? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ces manifestations en juin ? J'ai l'impression que déjà, bien avant ces manifestations, la situation était compliquée. Disons que la situation est compliquée pour beaucoup des jeunes de ce pays. Minukia particulièrement, puisqu'elle fait partie
de cette majorité de Kenyans qui sont à Nairobi, mais qui habitent dans des quartiers populaires complètement délaissés par l'État, dans lesquels il n'y a aucun service public. Et donc, elle fait partie, évidemment, de ceux qui sont très en colère depuis très longtemps contre les gouvernements successifs. Mais ce ne sont pas ces militants qui sont quand même cantonnés aux quartiers populaires qui ont, on va dire, enflammé la rue. Tout à fait. Okay. Alors justement, qui est cette génération Z dont on a beaucoup parlé, la Gen Z? On a vu sur les t-shirts des manifestants kenyans arborer ce terme, Gen Z. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que veut dire cette génération Z? Alors, il y a des définitions très techniques sur l'âge, etc. Ceux qui sont nés entre 97 et 2012, qui ont entre 15 et 25 ans. Mais je pense que c'est une auto-qualification de ces jeunes pour revendiquer une place en tant que jeunes dans des sociétés dont on sait combien elles sont difficiles à pénétrer pour les plus jeunes, des sociétés assez gérontocratiques en fait. Et donc je pense que cette volonté de se revendiquer comme jeune, c'est déjà une forme de contestation en soi. Et donc de se réunir autour d'une bannière quelque part, c'est ça? Exactement, puisque comme vous le disiez au départ, il s'agissait aussi de dire nous ne sommes d'aucun parti, nous ne sommes d'aucune ethnie. Et donc qu'est-ce qu'on est ensemble? On est jeunes et peut-être qu'il y avait aussi cette idée de répondre au président Ruto, qui s'est fait élire en 2022 sur un programme qui ciblait particulièrement la jeunesse en disant « Nous allons vous aider à vous en sortir par vous-même ». En vous proposant des crédits, etc. Mais il ciblait particulièrement ceux qu'il appelait les hustlers, donc les débrouillards. Et eux, dans ces mouvements, on pourra revenir dessus, disaient on nous a trahis, en fait. On nous avait dit qu'on allait nous aider, et là, on vient nous ponctionner. Alors, on a beaucoup lu qu'il s'agissait d'un mouvement historique. Vous êtes d'accord d'abord avec cette affirmation? C'est vraiment ce qu'on a vu en juin, c'était un mouvement historique au Kenya? C'est un mouvement assez, inédit en tout cas. Comme vous le rappeliez, c'est un mouvement qui n'est pas structuré autour d'organisations politiques. D'habitude, c'est plutôt l'opposition qui appelle à mobiliser, qui a des militants qui assez automatiquement vont dans la rue. Là, l'organisation, effectivement, sur les réseaux sociaux, on pourra revenir sur pourquoi ça marche particulièrement bien au Kenya, parce que c'est un hub vraiment de la tech en Afrique. Donc très connecté. Très connecté pour absolument tout dans la vie quotidienne. Et donc, il n'y a pas une déconnexion du numérique par rapport à la population. En fait, c'est complètement ancré dans les pratiques. Donc en ce sens, quelque part, c'est pour ça que c'était inédit aussi, c'est les moyens de mobilisation qui ont été mis en place par les manifestants. Voilà, et en dehors, comme vous le disiez, en dehors de ces des canaux habituels. Et puis il y a eu quand même ce qui a une image assez marquante qui a été le fait d'envahir le Parlement. Oui. Qui était quand même une audace que n'avaient pas eu d'autres manifestants. Et c'était, il faut le rappeler peut-être, c'est des manifestations dans tout le pays, c'est-à-dire que ce n'était pas uniquement dans la capitale Nairobi. Tout à fait, oui, c'est dans plein de villes secondaires. Il y a eu ces manifestations, ce qui n'est pas habituel du tout. Florence Brisset-Foucault, vous venez de publier dans Afrique 21 un article intitulé « En Ouganda, les jeunes ne veulent plus être des Bazukulu ». Alors d'abord, pour nos auditeurs et nos auditrices, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que veut dire Bazukulu et ce que ce terme revêt un peu politiquement, c'est ce que vous expliquez? Alors Bazukulu, en Ouganda, ça veut dire les petits-enfants. Et le terme est très présent dans la vie quotidienne, y compris quand les gens parlent en anglais, c'est-à-dire qu'ils vont parler en anglais et introduire ce terme en Ouganda, parce que c'est un terme qui en ce moment est beaucoup utilisé par le président Museveni, qui vient de fêter ses 80 ans et qui est au pouvoir depuis 39 ans. Voilà. Et qui s'adresse souvent à la population en utilisant ce terme, ce qui lui permet de prendre cette posture du grand-père et donc d'en appeler aussi au respect, à la déférence
de la part de ses citoyens, mais il y a aussi un écho historique très fort, notamment dans la région sud de l'Ouganda, qui s'appelle le Bouganda, puisqu'il y avait une association pendant la période coloniale, la période du protectorat, qui s'appelait les Bazukulu, et qui se mobilisait contre les accords qui avaient été signés entre les Britanniques et les élites du royaume du Bouganda, pour se partager les ressources foncières. Et en fait, ces Bazukulu-là, ceux des années 40, réclamaient leur part de ces ressources foncières et en appelaient à leur grand-père pour qu'ils fassent respecter les traditions. Et donc là, ce qui est intéressant avec cette idée que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus être des Bazukulu, c'est qu'à la fois, ils font référence à une histoire de mobilisation anticoloniale, de manière plus ou moins intentionnelle, parce que c'est aussi quelque chose qui fait partie du langage quotidien, donc je ne suis pas sûre que chacun connaisse cette histoire, mais qu'en même temps, ils se positionnent par rapport à elle de manière assez critique, parce qu'ils disent, nous, on se mobilise en tant qu'adultes, et on ne fait plus référence à nos grands-parents, et on reconnaît encore moins Museveni comme étant notre grand-père, et on ne veut plus le traiter avec les déférences qui se doivent. Alors justement, on en a peu parlé, le Kenya en a un peu parlé dans la presse, on va dire française, internationale, des mobilisations. En Ouganda, on en a vraiment quasiment pas parlé. Ma première question très rapide, c'est juste de savoir la situation actuelle. Est-ce qu'il y a encore des mobilisations en Ouganda? Vu qu'on n'en parle pas, ce serait pour nos auditeurs et auditrices de savoir. Il y a un appel à manifester avec les mêmes mots d'ordre et par les mêmes organisateurs. Qui sont les mots d'ordre du coup? Qui sont les mots d'ordre qui sont exactement les mêmes qu'au Kenya, d'où l'intérêt de parler des deux pays en même temps, contre la corruption. Alors, on va y revenir, mais c'est pas contre un projet de loi fiscale particulier, c'est contre la corruption de manière beaucoup plus large. Donc là, il y a un appel à manifester pour le 9 octobre, qui est la fête nationale, l'anniversaire de l'indépendance. D'accord, voilà. Donc c'est encore très Donc, actif. Ouais. Je vais rebondir sur le terme Gen Z, parce que Marie-Emmanuelle Pommerol, juste avant, expliquait un petit peu ce qu'on entendait derrière Génération Z. Et vous, dans votre article, vous citez quelques chercheurs et chercheuses qui discutent ce terme Gen Z. Vous pouvez nous expliquer pourquoi il est discuté, justement? Oui, alors c'est Ambrina Manji, qui est une grande professeure de droit kenyane, mais qui travaille au Pays de Galles et qui connaît du coup très bien le Kenya, qui appelait à la vigilance par rapport à ce terme, qui est en même temps un terme qui est revendiqué par les gens, comme le disait Marie-Emmanuelle Pommerol, mais qui, pour les observateurs, les chercheurs, les commentateurs, c'est bon, il faut quand même faire un petit peu attention avec ce terme. Elle ne niait pas le fait que ce qui était intéressant avec ce terme et ce que veulent mettre en valeur les manifestants et les militants, c'est le fait qu'ils en appellent à une condition commune, au-delà des vieux clivages, en effet, ethniques, partisans, religieux, etc. Et que ça, c'est un pouvoir de mobilisation. Mais en même temps, elle appelait à être vigilant par rapport à ça, parce qu'elle disait, bon, il ne faut pas penser que ces alliances entre jeunes de différentes ethnies, partis, et surtout de jeunes de différentes classes, et Marie-Emmanuelle en parlait, ça ne se fait pas automatiquement. Et du coup, qu'il ne faudrait pas homogénéiser cette population et trop accentuer ce côté communion au sein d'une cause, alors que c'est quand même des populations qui sont encore traversées par des clivages, en particulier en Ouganda. C'est peut-être moins le cas au Kenya, peut-être qu'il y a eu ce choc moral qui a permis cette communion à travers ce projet de loi et puis ce qui s'est passé, mais c'est moins le cas au Kenya, en Ouganda. Justement, vous décrivez une génération inspirée par le mouvement kényan, clairement, à bien des égards, avec des particularités locales, on y reviendra peut-être, mais l'une des premières d'ailleurs de ces particularités, c'est que ces mouvements ont été rapidement maîtrisés par la dictature de Yoweri Museveni. Comment s'y est-il pris en fait pour maîtriser cette colère? Alors, le régime de Museveni, ça reste un régime militaire, donc c'est peut-être quand même une des spécificités sur lesquelles insister, et qui a une attitude répressive par rapport à des actions protestataires de rue qui depuis toujours, en fait, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 1986. Donc ça s'inscrit dans une très grande continuité par rapport à ça, depuis disons, 2001, donc depuis un petit peu plus de 20 ans, où il a commencé à y avoir des manifestations sous Museveni. Elles ont toujours été réprimées de manière violente, donc il n'y avait aucune nouveauté par rapport à ça. De toute façon, c'est réprimé par les services de police ou par les militaires directement. Aligre FM 93.1. Dans l'émission Horizon 21 avec les chercheuses Marie-Emmanuelle Pommerol et Florence Brisset-Foucault pour parler de Kenya et d'Ouganda. On poursuit un petit peu sur cette question de répression. En Kenya, ça a été très violent. On a parlé de plus d'une quarantaine de morts. Comment expliquez-vous la violence de l'État kényan sur sa population, en fait ?
Alors, la configuration est un peu différente de celle de l'Ouganda. On a un régime qui est plutôt démocratique, multipartite, dans lequel il y a une liberté d'expression, d'organisation. Mais il y a toujours une police qui n'arrive pas à se réformer, une police évidemment qui tient ses origines dans la colonisation, et qui continue à être au quotidien une police répressive, le plus souvent dans les quartiers populaires, dans laquelle la police tue quotidiennement les jeunes hommes, et aussi lors des mouvements de contestation. L'un n'allant pas sans l'autre, même s'il y a évidemment une vigilance et puis une contestation de cette violence qui est récurrente au Kenya, des institutions qui sont censées veiller là-dessus. Néanmoins, cette violence policière est extrêmement profonde. Peut-être qu'on peut rappeler, dans le passé encore récent, il y a eu des répressions extrêmement importantes au Kenya, je pense pendant les élections dans les années 2008, si je ne me trompe pas. Oui, lors de la crise électorale 2007-2008, il y a eu plus de 1000 morts, dont la moitié, enfin les chiffres sont très controversés, mais auraient été du fait de la police. Donc effectivement, et toutes les manifestations sont réprimées. Néanmoins là, il y a eu quand même un effet de surprise parce que tout était filmé, tout était vu et su. Et les manifestants kenyans appelaient au calme, voulaient manifester pacifiquement. On a pu voir des images sur les réseaux sociaux devant les canons à eau, où ils en rigolaient, même ils jouaient avec les canons à eau. Donc vraiment, c'était pacifique cette manifestation. Oui, bien sûr. D'ailleurs, toutes les manifestations en fait sont pacifiques, mais là, il y a eu une espèce de panique au moment de l'arrivée devant le Parlement, je pense. C'est là où la police a commencé à tirer. Et ça n'a fait qu'empirer. Et notamment, il y a eu des nouvelles formes de répression, des enlèvements. En fait, de jeunes dont on savait qu'ils étaient au cœur des mobilisations. Comment se passent ces enlèvements ? C'est-à-dire qu'ils viennent chez eux, les enlever ? Ou dans la rue, ce sont les dans des autorités, voitures. On sait pas. C'est des gens en civil, dans des voitures sans plaque d'immatriculation. Les gens sont enlevés et puis ensuite retrouvés soit quelques heures, soit quelques jours plus tard, à des dizaines de kilomètres. Donc ça, c'est une pratique nouvelle qui rappelle en fait plutôt évidemment les heures des années 70-80. Voilà, donc on sent bien par ces nouvelles techniques répressives qu'il y a un changement de tactique de la part du gouvernement et un effet de surprise, je pense. Florence Brisset-Foucault, le maintien de l'ordre en Ouganda, est-ce qu'on peut le comparer en termes d'héritage, notamment on parlait de l'héritage colonial de la création, du maintien de l'ordre. Est-ce qu'en Ouganda, vous faites un peu le même constat ? À la fois oui et non, parce qu'il y a cette espèce de dualité dans la répression entre la police et l'armée, mais maintenant la police qui est en effet une institution directement héritée de la colonisation, mais l'armée qui elle est héritée de l'armée de libération des années 80 qui a pris le pouvoir en 1986 et qui est issue d'une guérilla qui a passé 5 ans dans le maquis et qui était une armée pensée comme étant une armée politisée, patriote, mais qui du coup maintenant est devenue très loyale à la figure de Museveni et de l'ancien freedom fighter, quoi. Mais depuis quelques années, ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu une mise au pas de la police par l'armée. Et donc une politisation de plus en plus croissante de la police. Donc c'est un petit peu différent. Donc il y a à la fois un héritage colonial et en même temps il y a cette rupture de 1986 et là espèce de dualité entre les services de sécurité, même qui maintenant est beaucoup plus entremêlée parce que pendant longtemps la police a été dirigée par un général. Donc voilà. Par contre, je voulais rebondir sur ce que disait Marie-Emmanuelle Chomol sur la question des enlèvements, parce que pour le coup, même si les militants ougandais s'inspirent des militants kenyans, on a l'impression que les services de sécurité kenyans s'inspirent des services de sécurité ougandais, parce que la question des enlèvements est absolument fondamentale dans la manière dont, malheureusement, l'espace politique ougandais fonctionne depuis notamment les élections de 2021. Donc vous dites qu'en fait, les enlèvements en Ouganda, c'est quelque chose qui est pratiqué déjà depuis un petit moment. Oui. Et notamment depuis la campagne électorale qui a mené aux élections de 2021. Donc depuis 2020, en fait, depuis la campagne, où en effet, on a des dizaines de personnes qui ont été enlevées parce qu'en Ouganda, ils appellent des drones.
qui sont en fait des espèces de camionnettes, de petits camions blancs, en effet, sans plaque d'immatriculation par des gens en civil. Et là, alors vous disiez qu'ils étaient retrouvés quelques kilomètres plus loin. Souvent, en Ouganda, on ne les retrouve pas, en fait. Donc c'est ça qui est très inquiétant. C'est qu'ils disparaissent dans une espèce d'intestin de la machine pénitentiaire, judiciaire. Aucune nouvelle de ces... Pour certains, on ne sait pas où ils sont. D'accord. Vous écrivez dans votre article sur Afrique 21, vous parlez d'iceberg répressif. J'aimerais que vous reveniez sur ce terme parce que je crois que c'est très intéressant. Pour oui, c'est quelque chose qui me paraît important parce qu'il y a beaucoup de médiatisation de la répression des grands leaders de l'opposition qui sont absolument pas épargnés par la répression, qui peut parfois même être très violente. Et cela depuis 2001, c'est le moment où il a commencé à y avoir des candidats sérieux à l'élection présidentielle contre Museveni. Jusqu'à 2001, c'était des candidats qui étaient complètement insignifiants au niveau de leur poids politique, leur poids symbolique et électoral. Et depuis 2001, qui est le moment où c'est un ancien compagnon du maquis de Museveni, son médecin personnel, ancien ministre, qui bénéficiait d'une grande aura morale qui s'est présentée contre lui et qui représentait une vraie menace pour son pouvoir. Il y a eu des campagnes de persécution contre lui, puis contre d'autres opposants qui ont pris la suite dans ces compétitions électorales, où ils sont, à chaque campagne électorale pour la présidentielle, emprisonnés, maltraités, battus. Bézigué, donc la personne qui s'est présentée en 2001 contre Museveni, a été vraiment... blessé dans sa chair, à un moment aveuglé par des tirs de lacrymo à bout portant dans les yeux. Enfin, c'est quand même très violent. Et donc, c'est normal qu'il y ait une focalisation sur ces grandes figures et une médiatisation, y compris internationale. Mais du coup, ça a tendance à cacher donc, cette partie immergée de l'iceberg répressif. D'accord, d'où le terme iceberg. D'où le terme iceberg, parce qu'on médiatise beaucoup les leaders, ce qui est un peu normal, mais du coup, on oublie qu'il y a des dizaines et des dizaines de petits militants qui n'ont pas les ressources médiatiques, économiques pour s'en sortir, et qui sont intimidés au quotidien par une machine répressive qui fait vraiment corps avec la société. Et c'est peut-être ça aussi une spécificité de l'Ouganda, c'est qu'on a un appareil de surveillance et d'encadrement des populations qui est extrêmement répandu aux échelons les plus bas dans les villages et dans les quartiers. Et donc, c'est très difficile de faire quoi que ce soit sans que tout le monde soit au courant, et notamment les services secrets. Et donc, on a des petits militants, des gens qui font des manifs, qui font du porte-à-porte dans les campagnes électorales, qui sont persécutés et qui sont emprisonnés, et sans qu'il y ait du tout, évidemment, de respect des délais légaux pour les gardes à vue, etc. Comment contourner, du coup, cet iceberg répressif, enfin, cette répression les réseaux sociaux jouent un rôle aussi en Ouganda. Oui, tout à fait, même s'ils sont très, très contrôlés aussi. Facebook est interdit en Ouganda depuis, je ne sais même plus combien de temps. On disait tout à l'heure au Kenya qu'ils étaient très connectés, les Kenyans. Alors, en Ouganda, c'est plus compliqué. Du coup, moins, à la fois pour des questions d'infrastructure, parce qu'on a une infrastructure du numérique qui est quand même moins élaborée, et puis aussi du fait de la répression. Donc, je vous disais, Facebook est interdit depuis très longtemps. Et bon, après les gens contournent parce qu'il y a des VPN, etc. Donc en fait, il y a encore plein d'Ougandais sur Facebook. Et puis surtout, il y a une taxe sur les réseaux sociaux. Donc quand vous voulez, donc je ne sais pas si c'est le cas aussi au Kenya, mais quand vous voulez accéder aux réseaux sociaux, c'est pas Internet, vraiment les réseaux sociaux depuis votre smartphone, vous êtes obligé de payer en plus de ce que vous payez déjà avec l'équivalent du forfait là-bas. Spécifique sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Twitter, etc. Donc du coup, évidemment, ça fait un coût supplémentaire. Il y a eu des mobilisations contre cette taxe, mais elle existe encore. Aligre FM 93.1. Aligre FM 93.1 à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs avec le DAB+, dans l'émission Horizon 21, avec nos deux invités, les chercheuses Marie-Emmanuelle Pomerol et Florence Brisset-Foucault. Aujourd'hui, on parle Kenya et Ouganda, où se déroulent depuis plusieurs semaines des manifestations de la jeunesse. Vous venez d'écouter Reject Your Bill de l'artiste kényan Sabiu. Cette chanson est sortie au mois de juin, au début des manifestations au Kenya. Elle dénonce explicitement le projet de loi de finances à l'origine des manifestations et demande au pouvoir kényan de partir. Marie-Emmanuelle Pomerol, j'aimerais revenir un petit peu sur la question des répressions dont on parlait juste avant cette pause musicale. Quelle est l'attitude de cette jeunesse ? Est-ce que cette jeunesse, finalement, ça renforce sa détermination, ou est-ce que vous sentez que ça risque de l'empêcher, finalement, de continuer à se mobiliser contre ces grands thèmes que sont la corruption des élites, etc. Alors, je pense qu'il y a un moment où ça sera difficilement acceptable pour eux, si, comme on le disait tout à l'heure, les disparitions continuent, par exemple.
Mais en même temps, on a vu émerger, du fait de cette répression peut-être, une nouvelle énergie, surtout des nouvelles manières de faire. Je pense à une jeune femme qui a décidé de lancer une grande cagnotte pour soigner tous les blessés des manifestations. Hanifa Adan, et qui a subi évidemment des critiques parce qu'elle allait collecter de l'argent, mal l'utiliser. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a publié les comptes de cette cagnotte, comment elle avait réussi à payer les factures des hôpitaux. D'accord. Okay. Et ce renversement, si vous voulez, des pratiques, pour montrer nous, on est capable de, c'est quand même parti du fait qu'il fallait payer les factures d'hôpitaux et qu'ils défiaient le pouvoir, en fait, en démontrant leur propre moralité et leur propre Donc courage. ils arrivent à contourner finalement, ils sont très inventifs en fait. C'est ça, il y a une espèce d'imagination dans la répression, du fait de cette répression. En même temps, je pense qu'il y a des limites. La question des disparitions inquiète beaucoup. Parce que là, il suffit d'être finalement visible sur les réseaux sociaux pour éventuellement être identifié et être enlevé. Exactement. En Ouganda, Florence Brissé-Foucault, justement, on a pu lire que les Ougandais aussi, les jeunes Ougandais, ont beaucoup d'imagination sur la manière. J'ai en tête quelque chose dans votre article où, à un moment donné, ils sont mis à prendre en photo les nids de poules, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Sur les routes, et donc ça a créé tout un mouvement autour de l'état des routes. Finalement, c'est pour dénoncer l'état des routes en posant cette question, mais qu'est-ce qu'ils font de notre argent ? Oui, tout à fait. Et juste d'abord pour peut-être rebondir sur ce qu'a dit Marie-Emmanuelle Pomerol, ce travail, de cette mise en avant de qualité, d'honnêteté et de transparence, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans le cas de l'Ouganda. Il y a eu tout un travail réalisé beaucoup par des journalistes, en fait, ou alors des gens qui sont plutôt des pigistes, qui essayent de devenir journalistes, mais qui ne sont pas statutaires dans des journaux, de suivi justement des arrestations et des disparus dont je parlais tout à l'heure, pour justement essayer qu'ils ne disparaissent pas dans tous ces rouages de la machine judiciaire. Donc au moment où il y a eu les manifestations dont on parle, qui, avec leur mobilette, allaient de poste de police en poste de police pour recenser les gens qui avaient été arrêtés, pour prendre leur identité et pour faire tout un travail d'accompagnement, y compris légal, puisqu'ils travaillaient main dans la main avec une association d'avocats très puissante, pour pouvoir les accompagner et qu'ils ne disparaissent pas, justement. Et donc ils ont fondé une association, et pareil, ils ont aussi été accusés de corruption par des militants proches des autorités, et de la même manière qu'au Kenya, ils ont publié leurs comptes, ils ont publié d'où venait l'argent qu'ils recevaient, et je pense qu'il y a vraiment cette idée de mettre en avant, en effet, une transparence, mais que ça reflète aussi des choses qu'ils ont un peu l'habitude de faire, parce que c'est des gens qui ont des ONG, qui sont habitués à rendre des comptes à leurs bailleurs, et qui savent faire un budget, remplir des tableaux Excel, etc. Donc ils réinvestissent aussi des choses qu'ils savent faire professionnellement, parce que c'est des jeunes professionnels de classe moyenne qui sont employés par des organisations dans lesquelles ça fait partie du travail routinier. Donc, accuser ces gens de corruption, c'est finalement renverser la vapeur et c'est les décrédibiliser, c'est ça ? Exactement. Donc on peut dire que derrière, il y a une manipulation des pouvoirs en place d'essayer de décrédibiliser ces mouvements. Ah bah bien sûr, William Ruto, le président, le lendemain, Kenyan, le lendemain des manifestations contre le Parlement, traiter les manifestants de criminels. Voilà, donc une façon de les renvoyer en fait à leur statut de moins que rien en fait, parce que jeunes, chômeurs et cherchant à créer du chaos. Donc oui, il y a eu une tentative vraiment de déformer en fait les messages qui étaient ceux des manifestants, et ils ont pris le contre-pied de cela en démontrant leur sérieux. C'est exactement ça, démontrer son sérieux. En Ouganda, il y a un terme aussi en Luganda, qui est le terme de bayaye, pour décrédibiliser, qui est utilisé dans le langage courant pour parler des jeunes hommes dans les milieux urbains qui vivent de la débrouille et qui sont un peu des voyous, quoi. Et donc souvent on dit que les manifestants c'est des bayaillés parce qu'ils veulent juste casser des choses. Enfin c'est comme ou vider les magasins, ou faire du pillage, etc. Donc c'est ce qu'on voit partout dans le monde, de tentatives de décrédibiliser les manifestants en les faisant passer
pour des pilleurs. Donc là, l'idée, c'était de démontrer que ce sont des gens sérieux qui font des critiques sérieuses et surtout informés de l'état de la société et de l'économie de leur pays. Donc pour rebondir sur votre question de tout à l'heure, désolé, j'y ai pas répondu. Non, il n'y a pas de problème. C'est que, en effet... L'imagination... Voilà, l'imagination militante et la manière dont il y a eu une utilisation des réseaux sociaux, en effet, pour documenter la déliquescence des infrastructures et des services publics en Ouganda, qui est vraiment inquiétante et qui vraiment, on voit la dégradation. Enfin, moi, je travaille dans ce pays depuis presque 20 ans et la dégradation au niveau des routes, des services de santé, de l'éducation surtout, qui a pris un énorme coup. Oui, l'université ougandaise Makerere oui. Était une université très cotée, enfin, dans la région. L'université est moins affectée par cette dégradation généralisée parce qu'il y a beaucoup d'argent privé, d'argent international et que l'État continue quand même un peu à soutenir. Mais c'est surtout l'enseignement primaire qui est dans un état absolument désastreux. Vraiment réellement tragique, la question de du ramassage des ordures, de la gestion des ordures est absolument catastrophique. À la fin du mois d'août, il y a eu... on ne peut pas utiliser un autre mot que le terme d'avalanche de déchets de la principale décharge, l'unique décharge de Kampala, qui s'est effondrée. Donc des mètres et des mètres et des mètres d'ordures qui s'est effondrée sur le quartier qui était en dessous et des dizaines de personnes qui sont mortes étouffés dans les déchets, y compris des enfants. Donc il y a un énorme problème de gestion des déchets là-bas, les centres de santé, etc. D'où cette volonté de dénoncer les services publics, l'état des services publics, pardon, mais en même temps dans un contexte répressif qu'on mentionnait tout à l'heure. D'où cette question de l'usage des réseaux sociaux et un appel d'un personnage qui est vraiment intéressant, qui s'appelle Jimmy Spires Sentongo, qui est de multiples casquettes, parce qu'il est à la fois professeur de philosophie à l'université, humoriste et caricaturiste. Il est très connu. Il a un compte Twitter avec près de 300 000 followers. Et donc, il a appelé à organiser une exposition, alors vraiment au sens muséal, une exposition des potholes, donc des nids de poules, pour commencer, où il a demandé à tous les Ougandais, tous les internautes, de poster des photos des nids de poules dans leur quartier, en indiquant bien l'endroit. Et du coup, alors ça a beaucoup plu, et ça a déchaîné des milliers de posts, alors certains assez comiques, je dois dire, puisqu'ils rajoutaient des mèmes, c'était assez rigolo. Donc c'était un moyen aussi de se défouler, mais aussi de documenter de manière massive et faire une vaste opération de shaming international des autorités municipales de Kampala. De shaming, on va peut-être expliquer pour Oui, pardon, vraiment de mettre la honte. La honte sur les je ne sais pas comment, s'il y a un verbe, d'humilier, les autorités municipales qui sont en charge des routes à Kampala et au-delà, l'institution qui s'occupe des routes, la URA, qui s'occupe des routes au niveau national. Et donc, ils ont fait ça une fois, ça a très bien marché. Et puis, ils ont réparé 2-3 nids de poules pour faire bonne figure, mais ils ont réagi, quoi. Et puis ensuite, du coup, Jimmy Spires a décidé de lancer une autre exposition sur les centres de santé, donc pareil, photos avec des centres de santé, etc. Et ce qui, en lien plus directement avec les mobilisations actuelles, c'est qu'il a fait la Parliament Exhibition, donc l'exposition du Parlement, où il a appelé tous ses followers à dénoncer les agissements de leurs parlementaires, du parlementaire de leur circonscription. C'était à quelle période ça ? Donc ça, c'était en mai-juin. Mai-juin, ok. Parce qu'en juillet, ça a été plus loin encore. Voilà, mais ça, c'est aussi lié à ce qui s'est passé au Kenya. Et cette poussée du mois de juillet, elle a capitalisé sur l'exposition du Parlement de mai-juin, mais l'étincelle, ça a été les voisins kényans. Les voisins kényans, et donc ils ont voulu aussi marcher sur le Parlement. Ils ont voulu aussi marcher sur le Parlement, mais ça a eu beaucoup moins de succès. Pour les raisons que vous évoquiez. Marie-Manuelle Pomerol, justement, sur cette question de l'utilisation de l'argent public, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Au Kenya, on a quand même l'image d'un pays moderne, très connecté, presque riche. Est-ce que c'est le même constat sur ces infrastructures comme en Ouganda ? Est-ce qu'il y a un effondrement aussi des investissements publics dans l'éducation, dans ce genre de choses ? Alors, c'est pas tout à fait la même réalité, je pense, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements extérieurs et puis une croissance raisonnable ces dernières années. Mais c'est vraiment les choix qui sont faits. Puisque au Kenya, pour ce qui est par exemple de l'éducation,
primaire, secondaire et l'université, on est toujours dans des systèmes qui sont à la fois publics mais aussi un petit peu privés. Contrairement à l'Ouganda, le Kenya est une société très libérale économiquement, très libérale politiquement, mais aussi très libérale économiquement. Et donc, voilà, l'État ne doit pas tout. Et effectivement, il y a toujours des associations, des organisations qui vont compenser les manques voilà. de l'État. Mais en revanche, ce qui est fait avec l'argent public, là, c'est fortement questionné. Je le disais tout à l'heure, parce que les infrastructures sont des grosses infrastructures qui ne servent pas aux classes populaires, ni même aux classes moyennes. Hein. Et puis, aussi, cet argent, la dénonciation, c'est vraiment celle de la corruption. C'est-à-dire des élites, en fait. C'est la responsabilité des élites. C'est vraiment une remise en cause massive et morale profonde de qui sont ces gens qui nous gouvernent. D'ailleurs, pour expliquer à nos auditeurs et nos auditrices, au Kenya, il y a eu pas mal de scandales chez les ministres, notamment de William Ruto, sans que William Ruto, le président, n'agisse. Ça a aussi contribué à cette colère. Oui, enfin, c'est vraiment récurrent, la question de l'enrichissement indu, en fait, des responsables politiques. Elle date de dizaines et de dizaines d'années. C'est une pratique courante qui est ancrée dans le système. Alors, l'enrichissement est ancré pour diverses raisons, mais la condamnation de l'enrichissement aussi. Depuis toujours, on a demandé des comptes aux parlementaires. Au Kenya, on parlait, au lieu de dire les MP, les Members of Parliament, au début des années 2010, on parlait des membres du Parlement, on parlait des MPigs, des cochons en fait. Pigs en anglais veut dire voilà. cochon. Et parce qu'ils se gavent, voilà, et de manière complètement indue. Donc cette question-là de la corruption des élites et cette dénonciation morale, elle est vraiment structurelle en fait, dans l'espace politique. Voilà, que l'argent public va enrichir finalement des gens qui sont censés les représenter. Exactement. Et ne va pas alimenter plutôt des services publics qui sont plus manquants ou défaillants. C'est bien ça Exactement. Un peu moins qu'en Ouganda, je dirais, du fait... C'est moins visible sur le... C'est moins visible parce que on a une société qui historiquement s'auto-organise en fait, peut-être plus que du fait du passé de l'État ougandais. Aligre FM 93.1. Vous êtes bien sur Aligre FM, vous êtes dans l'émission Horizon 21 avec nos deux invités, les chercheuses Marie-Emmanuelle Pomerol et Florence Brisset-Foucault. Aujourd'hui, on parle Kenya et Ouganda, où se déroulent depuis plusieurs semaines des manifestations de la jeunesse. Vous venez d'écouter Freedom de l'Ougandais Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, sorti en 2018. Cet artiste est aussi et surtout ces dernières années un opposant à la dictature du président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Florence Brisset-Foucault, pourriez-vous nous expliquer à nos auditeurs et nos auditrices qui est Bobi Wine ? Oui, donc Bobi Wine, comme vous l'avez dit, de son vrai nom, Robert Kyagulanyi Sentamu. Je ne l'ai pas dit aussi bien. Oui. Donc c'est au départ, donc en effet, un artiste de raga qui se faisait appeler déjà, avant de rentrer en politique, le président du ghetto, puisqu'il est en effet issu d'une famille modeste, très modeste même, d'un des bidonvilles de Kampala. Mais il est issu aussi d'une famille de musiciens et de musiciens qui s'intéressent à la politique. Il a un frère qui est aussi engagé en politique. C'est la star dans les années 2000-2010, extrêmement populaire, qui vraiment peut remplir des stades entiers avec ses concerts, etc., avec une musique très engagée. Bon, le président du ghetto, ça parle de soi. Voilà, en effet, avec cette revendication de porter la voix des jeunes des classes très populaires qui sont très affectés par la pauvreté et qui se sentent laissés pour compte par la révolution qu'a amené Yoweri Museveni en 1986 et qui sont nés pendant la guerre du Bush ou la guerre du Maquis ou juste après. Donc voilà, qui étaient vraiment enfants quand le régime a été mis en place, et donc il décide de se lancer en politique. À quel moment il bascule justement après l'élection présidentielle de 2016, où il y a eu une campagne électorale extrêmement violente. Donc c'est le moment où il se lance en politique, et il va d'abord être élu parlementaire parce qu'il y a eu une élection partielle à laquelle il se fait élire dans le centre du pays, et puis ensuite il va se présenter pour être président de la République pour l'élection présidentielle de 2021.
Aujourd'hui, Bobi Wine, avec toutes ces manifestations de jeunes, auprès de la jeunesse, de cette Gen Z, même si on peut discuter le terme, est-ce qu'il est populaire ? Alors, parmi les gens qui ont manifesté donc, le 23 juillet et qui ont fait la marche vers le Parlement, il y a des gens qui soutiennent Bobi Wine, on le voit sur les profils, dans les réseaux sociaux, etc. Mais c'était vraiment frappant de voir combien sa plateforme politique était absente. Enfin, vraiment, j'attendais, j'observais ça de loin parce que j'étais... Une certaine récupération, finalement, quelque part. Oui, ou un appel, un soutien. Ouais. J'étais extrêmement étonnée qu'ils ils soutiennent pas, ou en tout cas pas publiquement, qu'il n'y ait pas un appel à la mobilisation, qu'ils n'appellent pas ses troupes à marcher sur le Parlement. Qu'il n'y ait pas de tentative de la part des jeunes qui avaient appelé à la manifestation de se rapprocher du parti de Bobi Wine ou de Bobi Wine en tant que tel. Et j'ai trouvé que c'était révélateur en soi de cette éthique que mettaient en avant les organisateurs de la manifestation, qui était inspirée pour le coup des Kenyans et qui reposait sur cette espèce de triptyque. Alors en anglais, fearless, partyless, leaderless, tribeless, donc un quadruple, enfin bon bref, 4 mots. Donc sans parti, sans leader, au-delà des ethnies et sans peur. Et est-ce que justement Bobi Wine a été interpellé ? Est-ce qu'il a expliqué le fait qu'il soit absent ? Non, il a été extrêmement silencieux à ce moment-là. Et donc moi, j'y vois 2 explications. Donc c'est plus des hypothèses, parce que je n'ai pas pu vérifier sur le terrain, mais c'est ce que j'y vois. Alors déjà, cet affichage d'une éthique... au-delà des identités partisanes, avec cette volonté de faire masse et de mettre en avant la condition commune d'une jeunesse qui se sent privée des fruits de leurs efforts, de leur travail, parce qu'il y a un détournement de l'argent public. Et ça doit aller au-delà des appartenances identitaires et partisanes. Et je pense que c'est très important pour eux. Et puis aussi, moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un peu un regard sociologique là-dessus et de me dire, les partisans de Bobi Wine, c'est des gens, justement, beaucoup qui sont issus du ghetto, des bidonvilles, c'est des classes extrêmement populaires et c'est pas les mêmes finalement que ces jeunes professionnels urbains ultra éduqués qui ont appelé à marcher sur le Parlement au mois de juillet. Okay. Donc c'est pour ça que se pose la question de la jonction entre les différentes composantes en termes de classe de cette jeunesse. Il me semble qu'on a pu voir un peu au Kenya, mais la question se pose et qu'on n'a pas trop vu en Ouganda. Marie-Emmanuelle Pommerol, au Kenya, est-ce que vous faites un constat un peu similaire ? Plus compliqué ? Non, je pense qu'il y a plus d'articulation, mais parce qu'elle est travaillée en fait par des organisations, même si c'est pas massif, mais dans les certains bidonvilles. Vous rappeliez l'interview de Mino Kiek qui avait été publiée dans Afrique 21. Vous avez ces excellent centres journal. C'est des centres qu'ils appellent de justice sociale et dans lesquels on voit cette jonction entre des gens du bidonville, des intellectuels un peu populaires du bidonville et des étudiants, des professionnels, parce qu'il y a au Kenya une histoire très longue d'une société civile qui est bien plus complexe qu'une société civile qui serait juste financée par l'international. Et donc, c'est une société civile qui est présente à différents niveaux, je dirais, de la société et qui progressivement trouve des articulations. Et donc, dans la rue, je sais qu'il y avait des gens du bidonville comme des gens des classes moyennes. Alors, Florence Boussé-Foucault, vous écrivez dans l'article que vous avez publié sur Afrique 21, les 2 pays, donc l'Ouganda et le Kenya, ont des histoires croisées, communes, avec d'incessants échanges politiques et culturels. De votre côté, Marie-Emmanuelle Pommerol, vous parlez dans une récente interview à Libération, en juin en fait, au moment des manifestations, des faits d'entraînement transnationaux et des cultures politiques partagées au niveau global. En fait, toutes les 2. Vous semblez lier histoire et actualité entre plusieurs événements dans plusieurs pays. Alors aujourd'hui, dans Horizon 21, on se concentre sur l'Ouganda et le Kenya, mais on pourrait également citer le Nigeria, qui a connu le même genre de mobilisation en août, avec des manifestations avec peu ou prou les mêmes revendications, vie chère, corruption des élites notamment. Pourriez-vous nous expliquer en quoi ces pays, donc en l'occurrence Ouganda, Kenya, ont des histoires croisées et comment s'effectuent ces effets d'entraînement ? Qu'est-ce qui rapproche finalement ces 2 pays ? Marie-Emmanuelle ou Pommerol ou oui, Florence alors déjà, si on retourne un petit peu dans l'histoire, vous mentionniez tout à l'heure l'université de Makerere. Bon, pendant longtemps, elle a été la seule université d'Afrique de l'Est.
Donc il y a tout un ensemble d'intellectuels, d'hommes politiques kenyans, que ce soit Ngugi wa Thiong'o ou l'ancien président Mwai Kibaki, qui ont été formés en Ouganda. Donc il y avait des trajectoires de politisation très communes, tout à fait croisées, entre les jeunes intellectuels des coloniaux, anticoloniaux kenyans et ougandais dans les années 60 et qui ont vraiment formé une culture intellectuelle et politique est-africaine à ce moment-là. Et puis c'est vrai que il y a énormément de circulation aussi entre les deux pays et que du coup, ce qui se passe au Kenya est toujours très commenté en Ouganda, en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, il y a toujours les yeux tournés vers ce qui se passe de l'autre côté. Marie-Emmanuelle Pommerol, vous voulez rebondir sur cette question de... Oui, il y a des vraies circulations, des familles aussi, qui étaient aussi du fait de l'Empire, qui ont circulé entre l'Ouganda, le Kenya et aussi la Tanzanie. Dar es Salaam était aussi un centre de formation pour les Kenyans et les Ougandais. Donc voilà, il y a une culture politique et voilà, de circulation des intellectuels qui fonctionne aussi maintenant sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'ensuite, chaque histoire nationale va façonner les mobilisations d'une manière ou d'une autre. On a parlé de répression. Mais pas la même répression, pas la même forme. Pas la même économie politique aussi, donc pas forcément les mêmes revendications ou les mêmes attentes. On voit bien qu'en Tanzanie, le contexte est très répressif en ce moment aussi. Particulièrement répressif en ce moment et qu'on n'a pas vu, mais pour d'autres raisons, que ça prenait, même s'il y a eu quelques tentatives. Mais voilà, on a quand même un espace qui est singulier en lui-même. On a des publications qui sont communes. Quand vous dites publications communes, par exemple, je pense à The East African. Il y a un journal qui est le magazine, si vous voulez, du dimanche, qui est présent dans les 3 pays. D'accord, donc du coup, ça facilite ces échanges finalement. Oui, et au-delà de East African, il y a un grand groupe médiatique qui s'appelle The Nation Media Group qui appartient à l'Agacan et qui est actif en Afrique de l'Est depuis les années 60. L'Agacan, il faut peut-être expliquer. C'est le dirigeant des Ismaéliens, qui est une branche de l'islam et qui est très présent en Afrique de l'Est et sur la côte Swahili notamment depuis des siècles et des siècles. Et donc l'Agacan, qui est aussi un milliardaire, qui avait son château à Chantilly, je crois, en France, et qui adore les médias et qui avait lancé dans les années 60 un journal au Kenya et qui ensuite a racheté des journaux en Ouganda. Donc en fait, au niveau de ce groupe médiatique, on a énormément de circulation des journalistes entre l'Ouganda et le Kenya. Donc le Monitor, qui est le grand journal indépendant ougandais, a eu un rédacteur en chef kényan et il y a plein de journalistes ougandais qui font un moment leur carrière au Kenya. Merci beaucoup Florence Brisset-Foucault, c'était passionnant. Marie-Emmanuelle Pommerol, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce 2e numéro d'Horizon 21. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'Horizon 21 est une émission proposée un mardi sur 2 par Afrique 21 et Orient 21 sur Aligre FM 93.1 à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs grâce au DAB+. Le prochain numéro sera présenté par Sarah Grira d'Orient 21 le 15 octobre à 18h, heure de Paris, et sera consacré à l'actualité au Proche-Orient, un an après le début de la guerre génocidaire à Gaza. Donc merci encore Florence Brisset-Foucault et Marie-Emmanuelle Pommerol. Merci d'avoir éclairé nos auditrices et nos auditeurs sur ce qui se joue actuellement au Kenya et en Ouganda. Un grand merci à Enrico Mastrogiovanni et Raphaël Chada. On m'a posé l'étiquette sur la table, j'avais pas pris connaissance des noms à la technique. Je voudrais également remercier Fabien Molon pour la programmation musicale. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Aligre FM, aligrefm.org et sur les sites d'Afrique 21 et d'Orient 21. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller jeter un œil sur nos sites d'information en libre accès, orient21.info, afrique21.info. Et je rappelle d'ailleurs qu'Afrique 21 est en pleine campagne de dons. Nos contenus sont accessibles à tous gratuitement, mais l'information indépendante de qualité a un coût. Seuls nos lectrices et nos lecteurs peuvent nous permettre de continuer. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain numéro d'Horizon 21. Et d'ici là, portez-vous bien. Afrique 21.